On va reprendre parce qu'on a une après-midi qui est chargée, il y a plein de choses à faire, donc voilà, le temps perdu ne se rattrape pas. Euh, alors, j'ai oublié ce matin, bon après c'est pas très très grave, j'avais prévu une feuille d'émargement, tout simplement parce que nous avons dans la structure un projet d'open badge. On parlait souvent de open ce matin, open quelque chose. Les open badges, en fait, c'est pour faire en deux phrases, hein. C'est pour essayer de faire en fait une sorte de formation continue et de montrer qu'effectivement vous avez des activités qui sont liées à des suivis de conférences, des pratiques et autres. Donc ça donnera accès à des badges virtuels qui n'ont aucune valeur plus que ça, mais ça permet de dire voilà, telle personne effectivement a fait ça. Voilà. Donc, à la suite de la journée, donc là, c'est pas tout à fait encore opérationnel, mais si ça l'est dans les semaines à venir, eh bien, vous recevrez un petit courrier en disant, ben voilà, vous avez un open badge qui vous est donné pour avoir suivi la formation d'aujourd'hui. Voilà. Il n'y a aucun engagement, vous pouvez le refuser, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai oublié quelque chose dans mon tableau. J'ai marqué nom, prénom, club et signature, mais c'est surtout votre adresse mail qu'il faudra aussi. Voilà. Si vous n'avez pas, ben en fait, du coup, les open badges, comme c'est des badges numériques, bon, voilà. Voilà. Bien. Alors, on va commencer donc l'après-midi par une introduction à quelque chose que j'aime énormément, mais qui, c'est vrai, fait un peu peur souvent. Pourtant, quand on s'y intéresse un peu, je trouve ça tellement riche que voilà, je veux toujours essayer d'en mettre un peu partout. C'est la spectroscopie. Et donc pour faire cette introduction aujourd'hui, donc Didier Jamet de la société Shellac, eh bien, va nous faire cette introduction en vous donnant certainement envie d'en faire plus ensuite, hein. L'idée est là. Si après vous voulez vous intéresser, il y a un livre donc qui est en vente qui s'appelle Introduction à la spectroscopie. Ouais, voilà, je ne me trompe pas, qui est pratique. Donc voilà, pour vous continuer. Donc ben, je vous laisse la parole et à tout à l'heure. Merci beaucoup Eric. Merci aussi à vous d'être aussi nombreux pour assister à cette modeste présentation de la spectroscopie. Alors c'est vrai que la spectroscopie, comme le disait Eric, ça fait souvent un peu peur. On a souvent des auditoires un peu plus clairsemés que celui qu'on a aujourd'hui, donc ça fait plaisir. Et j'en profite aussi pour remercier encore Eric d'avoir l'énergie d'organiser ce genre d'événements et de rencontres, parce que c'est vrai que c'est intéressant aussi pour nous de s'adresser à un public regroupant les clubs régionaux. Alors, je me présente. D'abord, je suis donc Didier Jamet. J'ai intégré Shellac Instruments il y a relativement peu de temps. J'y occupe des fonctions essentiellement liées à la communication et au marketing. Donc, je ne suis pas moi-même un grand pratiquant et un grand technicien de la spectro. Donc, voilà, si vous avez des questions très pointues, je vais les noter et j'irai demander ensuite à mon directeur François Cochard, qui est donc l'auteur, fondateur de cette entreprise et auteur aussi d'un guide pratique de la spectroscopie qui est remarquablement bien fait, de vous répondre en détail. Voilà, alors d'abord, on va commencer assez simplement avec répondre à la question de savoir ce que c'est qu'un spectre. Alors je vous rassure, nous ne sommes pas des chasseurs de fantômes. Les spectres dont il est question en l'occurrence, vous en avez tous forcément vu un jour ou l'autre, ou sauf si vous vivez dans le désert d'Atacama en permanence, mais enfin c'est quand même assez rare. En général, donc voilà, un arc-en-ciel, c'est tout simplement une partie du spectre du Soleil, en fait, qui nous est donné à voir dans des conditions très particulières. Il faut évidemment que le Soleil ait le bon angle par rapport à un rideau de pluie, et donc on aperçoit une partie de ce spectre du Soleil. Alors là, ça c'est très joli. On ne peut pas en faire grand-chose scientifiquement parlant, mais on comprend déjà qu'en fait, la lumière du Soleil, ce qu'on appelle la lumière blanche, est en fait un mélange de différentes couleurs. C'est la fameuse expérience du prisme, en fait. On se rend compte quand on fait passer un rayon de lumière blanche au travers d'un prisme, qu'il y a un phénomène qui s'appelle la diffusion, lorsque la lumière traverse un bloc de verre, par exemple, comme ça, et en fait, les longueurs d'onde ne sont pas freinées de la même façon par ce prisme, par le bloc de verre,
ce qui aboutit à la dispersion en fait, des différentes composantes de la lumière du Soleil. Alors ça, on est toujours dans le domaine du très joli jusqu'à présent, mais quand on regarde un spectre à beaucoup plus haute résolution, eh bien, on arrive à ce genre de figure, qui est quand même nettement plus intrigante. Et c'est un petit peu, là on est en train de refaire un peu l'expérience de Fraunhofer en 1814, qui était donc un opticien en fait allemand, et qui a mis au point ou utilisé ou perfectionné en fait non plus des prismes mais des réseaux de diffraction. Il y a différentes façons je dirais de faire de la spectroscopie, soit le prisme, soit le réseau, soit un mélange des deux, ce qu'on appelle un grisme. Et là, on voit des choses très étonnantes, c'est-à-dire que en fait, il est un peu mangé au mythe, ce spectre. Il y a des parties qui manquent. Et en fait, ces parties qui manquent, c'est ce qu'on appelle en fait des raies d'absorption. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une raie d'absorption? Eh bien, alors, j'ose dire tout simplement, mais en fait, on a mis 50 ans quand même à comprendre de quoi il s'agissait à l'époque. Notamment Kirchhoff, qui avec Bunsen s'est penché sur ces questions-là en faisant brûler différents éléments chimiques sur une flamme et en faisant le spectre de ces choses-là. Il s'est rendu compte que le spectre qu'il obtenait, qui était d'ailleurs un spectre d'émission et non plus d'absorption en l'occurrence, était aux mêmes endroits que dans le spectre du Soleil. Et c'est comme ça qu'on a compris qu'en fait, la spectroscopie nous permet d'avoir accès à la composition chimique des objets que vous observez en spectroscopie. Alors, on fait de la spectroscopie maintenant dans tous les domaines. Enfin, c'est très, très largement utilisé, mais c'est particulièrement précieux en astronomie, puisque, contrairement à ce que disait Auguste Comte dans les années, justement, au début du 19e siècle, on a enfin accès à la composition des étoiles et d'autres objets, comme on va le voir tout à l'heure. Alors, maintenant, pour débuter en spectroscopie astronomique au niveau amateur, qu'est-ce qu'il faut? Des choses assez simples, des choses assez basiques pour commencer. Alors bien sûr, un télescope ou une lunette. On va voir qu'il n'y a pas besoin d'avoir forcément des instruments très très grands. Une monture motorisée 2 axes avec fonction de pointage. Ça, par contre, c'est extrêmement important. Un spectroscope, bien sûr, on va en voir un juste après. Une caméra d'acquisition et une caméra d'autoguidage. Ça aussi, c'était un aspect, le guidage, très très important, puisque en fait, on va se concentrer sur une étoile dans le champ. Lorsque vous regardez dans vos instruments, vous voyez souvent plein d'étoiles ou des champs relativement étendus, des galaxies, des nébuleuses. Et bien là, on va aller chercher une étoile dans ce grand champ, et c'est moins trivial qu'il n'y paraît, en fait. Alors, voilà un exemple de configuration. Alors, bon, là, il y a 3 ordinateurs, mais c'est juste parce que, voilà, on voulait que ça ressemble au centre de contrôle de Houston, mais sinon, c'est pas si compliqué que ça. Enfin, on peut simplifier. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a, en fait, sur cette configuration? On a un bon vieux Célestron 8, avec une monture GPDX, pour les connaisseurs. En fait, c'est une bonne monture, mais elle n'a rien d'exceptionnel, elle est assez répandue. Enfin, on ne la fait plus aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui a bien fonctionné pendant des années. Et avec cette configuration-là, François Cochard, donc fondateur de Cheliac, a fait de la spectro pendant des années et des années. Alors, il a un peu cassé sa tirelire dernièrement et il a investi dans une monture un peu plus récente, mais il a produit d'excellents résultats avec simplement cette configuration-là. On a parlé du spectroscope. En voici un modèle. Ça, c'est je dirais, notre modèle, c'est notre best-seller, c'est ce qu'on appelle l'Alpi 600. 600, pourquoi? Parce qu'il a 600 traits au millimètre, c'est de la basse résolution. C'est un système modulaire, parce qu'effectivement, il se compose principalement de 3 parties. Vous avez, en fait, le spectro, c'est ça, hein, on le retrouve ici, c'est une toute petite partie. Vous avez le module d'autoguidage ici, et vous avez un module de calibration pour être bien certain de ce que vous allez mesurer en fait comme spectre, qui vient juste après, le tout se raccordant ici bien sûr à la sortie de votre télescope. Et puis alors bien sûr, ça c'est un peu impressionnant, mais bon, si vous faites de l'astronomie et si vous faites de la photographie, vous en êtes forcément équipé. Vous avez une caméra d'acquisition ici et une caméra pour l'autoguidage.
Alors cet Alpi 600, il a l'air de rien, mais en fait, on est capable de faire de la science avec. Dans votre jardin, vous pouvez contribuer à des programmes scientifiques parce que, eh bien, en fait, il y a un grand paradoxe, enfin pas si paradoxal que ça d'ailleurs, mais l'astronomie en fait se concentre, on l'a vu ce matin avec le EELT, sur des très très grands instruments, et évidemment, tous les astronomes du monde veulent utiliser ces très très grands instruments. Donc il y a un peu bagarre sur le temps d'observation, mais il se trouve qu'il y a des phénomènes eh bien, qui nécessitent beaucoup d'observation, mais qui ne sont pas, enfin, qui concernent des objets relativement lumineux, que n'importe quel astronome amateur peut observer avec du matériel amateur. Et voilà par exemple en fait l'entête d'un authentique papier scientifique qui est donc paru en mai 2017. Donc, nouveau sursaut de la nova symbiotique AGPEG après 165 ans. Donc, bon, là, il fallait vraiment être sur le coup, hein, parce que tous les 165 ans, il y en a un certain nombre qui ont dû sécher entre-temps. Et donc, en fait, dans cette liste d'auteurs et de co-auteurs de la publication scientifique, eh ben, vous trouvez en fait des noms étonnamment familiers, comme Tessier, Olivier Garde, Thierry Lemoux, Vincent Boutard. Eh bien, tous ces gens-là, ce sont des gens qui, eh ben, comme vous, je dirais, comme vous, des astronomes amateurs qui simplement ont eu le courage de se lancer dans la spectro et de participer à des programmes scientifiques, et donc ont produit des résultats d'une qualité suffisante pour être associés, enfin, grâce à leurs mesures, à ces papiers scientifiques. Et il y en a encore un autre qui est paru dernièrement avec des travaux de Kellumson. Enfin, voilà, très régulièrement, vous avez des papiers scientifiques qui sortent avec des données obtenues grâce à des spectros amateurs, y compris l'ALPI 600. Alors, quand on veut faire de la science en astronomie amateur, on peut évidemment faire de la photométrie, hein, des courbes de lumière, on peut chercher des astéroïdes, étudier les occultations, et de l'imagerie planétaire, mais enfin ça c'est la base. Et puis en spectroscopie, ben, on apporte une couche quand même assez intéressante, qui est qu'on se renseigne sur la composition chimique de la matière traversée. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, on arrive à voir de quoi est constitué quelque chose qui se trouve à des dizaines, centaines d'années-lumière de nous, voire beaucoup plus, comme on va le voir très prochainement. L'intérêt, en fait, pour les astronomes amateurs de travailler ensemble, de s'associer en fait au sein de listes, hein, comme le programme BESS, les différentes campagnes, la liste ARAS aussi, je crois. Bien, le grand intérêt, c'est qu'en fait, on devient vraiment une espèce d'armée, d'armée très pacifique, mais d'astronomes qui contribuent à des programmes de recherche tout à fait en cours, notamment les fameuses étoiles BE, qui sont en fait des étoiles actives, des étoiles chaudes. Hein. B, c'est donc c'est juste après O dans la classification des étoiles. Et elles ont un comportement très étrange qui n'est pas encore compris à l'heure actuelle. Eh bien, de temps en temps, elles montrent une raie, non plus en absorption comme on l'a vu tout à l'heure, mais elles deviennent émissives dans la série de raies de l'hydrogène. Je m'excuse pour ceux qui ne sont pas du tout familiers de la question, mais bon. Donc on a tous les éléments chimiques qui sont présents dans l'atmosphère des étoiles qui laissent une trace, comme on l'a vu tout à l'heure, et puis des fois, eh bien, la trace en moins, elle devient positive, elle devient, comment dirais-je, c'est une raie en diffusion, en émission, et donc ça devient très lumineux dans cette longueur d'onde-là. Et on cherche à comprendre pourquoi, c'est toujours pas résolu ces questions-là, et là on a besoin justement d'astronomes amateurs qui veulent bien se lancer dans ce genre d'études et là encore participer à des papiers scientifiques. On peut aussi confirmer des nébuleuses planétaires. Alors ça c'est assez incroyable, je l'ai découvert en venant chez Cheliac. Donc depuis plusieurs années, des astronomes découvrent des candidates nébuleuses planétaires, soit à partir de leurs images ou bien sur Internet en fait en suivant les données de grands, ce qu'on appelle des surveys, c'est-à-dire des grands sondages d'images où on demande ensuite à des gens de reconnaître si c'est un tel ou tel type de galaxie, puis des fois on tombe sur un truc, on ne sait pas ce que c'est. Est-ce que c'est une nébuleuse planétaire? Eh bien, il y a un moyen de le savoir, c'est la spectroscopie, puisque donc on met en évidence une signature spectrale caractéristique, donc ce qu'on appelle l'O3,
et le H-alpha. Et donc, si cet objet est émissif dans ces bandes-là, eh bien, on a des indices très très sérieux qu'en fait, il s'agit bien d'une nébuleuse planétaire qui, comme beaucoup de gens le savent ici, n'a rien à voir avec une planète. C'est en fait une étoile mourante qui a expulsé une partie de ses coquilles externes, en fait. Voilà, notre Soleil terminera en nébuleuse planétaire aussi. Enfin, ça va, on a le temps de voir venir d'ici quelques milliards d'années. Alors ça, c'est vraiment bluffant. En fait, vous pouvez aussi refaire les expériences d'Edwin Hubble. Je n'ai pas précisé, c'est pas le télescope, c'est vraiment Edwin Hubble, celui auquel le télescope doit son nom, et donc voilà, en hommage à son travail, qui a fait en fait, eh bien, qui a quelque part apporté les éléments observationnels qui ont permis de confirmer le modèle de Big Bang. En fait, vous mesurez l'expansion de l'univers. Vous êtes capable, avec un spectroscope aussi simple que l'ALPI, et pas mal de rigueur, il faut bien l'avouer, je dirais, de mesurer à quel point l'univers est en expansion et à quelle vitesse telle ou telle galaxie s'éloigne de nous en ce moment. Alors là, c'est le cas d'une galaxie de Seyfert, qui sont des galaxies très, très actives, donc très brillantes, enfin relativement, puisque là on parle quand même d'une magnitude de 15,2, donc c'est pas accessible à tous les instruments, c'est certain. Et donc en posant 1 à 2 heures, en fractionnant les pauses, on obtient un spectre fortement décalé dans le rouge, qui est donc le fameux décalage vers le rouge, qui trahit l'expansion de l'univers, puisque plus une galaxie est lointaine, plus son décalage vers le rouge est élevé. Et donc en fait, ça se traduit par exemple sur ce spectre ici, avec un décalage vers 7000 angstroms de la raie H-alpha, alors qu'habituellement elle est plutôt vers ici. Donc ça, c'est vraiment, vous voyez en direct l'expansion de l'univers. C'est assez fascinant, je trouve. Dans son jardin, on est capable de reproduire ce genre de résultats. Et on pourrait même être capable de calculer la masse du trou noir qui se trouve au centre de cette fameuse galaxie que vous êtes en train d'observer. Alors, à condition de connaître la distance du disque, il y a un disque donc autour du trou noir. Bon, alors évidemment, ça on ne la connaît pas, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas lorsqu'on publie des résultats scientifiques. Par exemple, la détection d'exoplanètes par la méthode des vitesses radiales. Eh bien, en fait, on estime la masse de la planète, mais en fait, on ne sait pas exactement comment elle se trouve, à quelle distance enfin non, pas à quelle distance, mais surtout à quelle à quelle distance elle se trouve principalement de son étoile. On ne peut en faire qu'une... non, c'est pas la distance, en fait, c'est la masse. Quelle est sa masse? Si elle passe pas devant l'étoile, on est incapable de connaître son rayon et donc sa masse. Donc, en fait, ce que les chercheurs font, ils font des simulations avec différentes valeurs, et en fait, ils moyennent ensuite le résultat. Il y a des calculs de probabilité qui leur permettent, je dirais, d'affirmer que la masse de la planète est dans tel et tel intervalle. Eh bien, on pourrait faire exactement avec la masse de ce trou noir, exactement de la même façon, et je trouve ça purement fascinant. Alors, il y a encore une expérience assez étonnante, mais là, on est vraiment aux limites des capacités de nos instruments. Je parle des instruments de Cheliac. C'est ce qu'on appelle la fameuse méthode des vitesses radiales dont je viens de vous parler. Et là, vous pouvez, avec un spectroscope échelle, retrouver, vous-même observer le changement dans la couleur, on va dire, de l'étoile, lié à la présence de cette première exoplanète découverte autour d'une autre étoile. Alors là, on est vraiment aux limites de la détection de l'instrument, mais en fait, Christian Buil, qui est vraiment... on peut parler de pape de la spectro, en France en tout cas, mais il a tenté énormément de choses, et notamment ça. Je crois que c'est le seul qui est arrivé en France. Donc là, vraiment, on est à la limite. Mais on peut effectivement maintenant, avec nos instruments, on commence à être capable de réaliser ce genre de choses. Je vous rappelle qu'en 95, quand elle a été découverte, c'était sur le télescope d'1,93 m de l'Observatoire de Haute-Provence. Donc vous voyez un peu les progrès qui ont été faits, puisque maintenant même des amateurs peuvent envisager d'en tâter, je dirais.
Et donc, on est en train de développer de nouveaux produits qui devraient vous permettre aussi de faire des vitesses radiales. Ben voilà, je ne vais pas déflorer trop de secrets, mais on travaille à d'autres instruments performants qui restent chers. Hein, on ne va pas se voiler la face. Autant le petit Spectro que je vous ai montré tout à l'heure, on peut avoir une suite complète pour environ 2000 €. Là, on est dans des... pour faire des vitesses radiales, on est... oui, enfin voilà, c'est indécent comme prix. Je ne vais même pas vous en parler. Alors, quelques bonnes raisons de passer à la Spectro. Ben, je dirais que c'est le grand show tous les soirs, c'est-à-dire que vous avez tous les soirs quelque chose à observer. Vous rejoignez une communauté qui a un contact avec une communauté professionnelle d'astronomes. C'est véritablement une science citoyenne. Et comme vous l'avez vu juste avant, c'est aussi une astronomie très complète, puisqu'on s'intéresse à plein de problématiques, que ce soit les nébuleuses planétaires, les galaxies de Seyfert, le Big Bang. Alors, on ne fait pas forcément de la science dans tous ces domaines, mais on peut aborder tous ces domaines grâce à la spectroscopie, et c'est vraiment ce qu'on peut appeler une astronomie complète. Comment faire pour aller plus loin? Ben, éventuellement, convaincre les gens de votre club, éventuellement, je ne sais pas, de se cotiser pour acheter un Spectro. Venir à la Star Party Spectro qu'on organise tous les ans au mois d'août. Alors, cette année, elle est pleine. Hein, je vous dis, on est victime de notre succès. On est un peu... Vraiment, on peut accueillir que 50 personnes, et là, ça a été pris d'assaut. En plus, il y a une bonne ambiance. Hein, voilà, je crois que ça y joue aussi ça joue aussi beaucoup. Allez sur différents forums, comme le forum Spectro Arras notamment. Visitez le site web de Cheliac, cheliac.com tout simplement, en anglais et en français, parce que je crois qu'il y a quelques anglophones de naissance dans la salle. Et puis, alors, il y a ce livre, ce guide pratique pour bien démarrer en spectro. Vraiment, ça c'est une somme, hein, ça fait l'unanimité. On en vend, enfin, il y a une version anglaise donc qui se vend très très bien sur notre site. Et bon, là, on sent vraiment qu'on a marqué des points avec ce bouquin. C'est vraiment la Bible pour se mettre à la spectro de façon très pratique et très très concrète pour soulever tous les problèmes, enfin pour régler tous les problèmes qui peuvent se soulever lorsqu'on débute. Parce que j'ai pas du tout abordé la question du traitement des données, mais vous imaginez bien qu'il y a quand même un petit peu de logiciel derrière pour sortir les spectres. Ça ne sort pas tout seul. Voilà, je vous remercie. Et si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Voilà. Bien, y a-t-il des compléments à demander? Ou peut-être un petit sondage, quels sont ceux dans les différents clubs qui pratiquent déjà la spectro? Hein? Là, ou inversement, on est l'après-midi. On peut faire un jeu aussi, remettez les mots dans l'ordre. Oui, donc une minorité. Bon, donc voilà, il y a encore... c'est là qu'on voit que c'est quand même une terre de mission encore. Hein, alors, donc, ouais. Alors pour vous motiver un petit peu, on va montrer un résultat. Voilà, donc il y a quelques jours, une quinzaine de jours, 3 semaines, je ne sais plus exactement, ben, le 4 mai, voilà. C'est marqué dessus, c'est toujours pratique. Il y a une détection d'une nova dans la constellation de Persée. Donc, il y a des étoiles comme ça qui sont suspectées. Donc, il y a des personnes un peu partout dans le monde qui vont surveiller ces étoiles-là, qui pendant des années ne donnent rien. On va surveiller la magnitude, donc toujours magnitude 15, 12. Et un jour, plaque magnitude
7, 6, 5, voilà. Donc là, au début mai, donc, une étoile de la constellation de Persée, donc, qui était habituellement en magnitude de, je dois de mémoire peut-être 14, passe à magnitude 6,5. Donc des alertes sont déposées, de façon à ce que, donc, qu'il y ait deux choses de fait. Des personnes, donc localement, mesurent la magnitude, de façon à, au fil du temps, faire un profil de magnitude, pour analyser donc, correctement l'explosion. Et d'autres personnes, ben, on va faire le spectre. Alors sur ce premier spectre, effectivement, par rapport à la salle, on ne voit peut-être pas grand chose, mais ce qu'il faut essayer de voir, ben, on a notre continu, on a quand même des petits trous, donc d'absorption, et je ne sais pas si ça se voit bien, mais à des endroits, il y a des points plus lumineux. Ces points lumineux, ce sont des raies d'émission. Donc on a bien mélangé deux, et si elles ne sont pas exactement superposées, c'est que l'émission, en fait, est en train de se déplacer, donc il y a un décalage. Alors, au niveau du profil, ça se voit peut-être mieux sur le profil graphique, enfin moins mieux ou pas, je ne sais pas. Toujours par rapport à l'habitude. Voilà. Donc, on a notre absorption qui est là et notre émission qui est à côté. Et toutes les raies vont présenter comme ça un profil type Piscini, voilà. Et par rapport à cette mesure-là, on peut mesurer donc la vitesse d'expansion du nuage. Voilà. Donc ça, c'est des clubs amateurs. Donc là, c'est un spectre de la CPP qui est obtenu donc le 4 mai dernier. Et il fallait faire vite parce que la magnitude de l'étoile, effectivement, baissait très vite. Elle perdait à peu près une minute par jour, enfin par nuit. Comme on veut. Voilà. Donc voilà, bravo. Donc voilà comment l'astronomie amateur peut compléter la recherche professionnelle aussi. Bien. Bien sûr. Et des heures de patience. Voilà. On peut mesurer la température sur le spectre, oui, dans le nuage, la largeur de la raie, la composition. Ah oui, tombé sur les spectres, il y a. Oui, qui va nous donner l'aspect du spectre de l'étoile. On ne fera pas de la mesure avec, mais ça donne, voilà. On voit si c'est plutôt une étoile chaude, une étoile froide. Il y a même des petites choses qui ressemblent à des faisceaux laser comme ça. Puis là, directement, vous pouvez faire le petit spectre de l'étoile. Après, alors ça coûte une centaine d'euros, je pense que c'est dans les ventes. Mais après, vraiment, avec 3 euros, vous pouvez vous faire votre spectroscope aussi. Je n'ai pas dit mètre, hein, j'ai dit scope. Hein. Avec un morceau de CD-ROM, une petite boîte, là une fente à faire avec du carton, une fente la plus fine possible. Et puis, ben, vous avez une dispersion et ça coûte ouais, 2 euros avec le carton, on peut dire le carton. Hein. Voilà. Bien. Donc, je te remercie encore d'être intervenu. Et maintenant, eh bien, je vais accueillir Xavier.